peu passionné pour les échanges que nous avons autour de ce webinaire consacré d'abord aux mesures simples que nous pourrions prendre, que la France pourrait prendre, sans impact sur le budget de l'État pour améliorer la situation de l'agriculture et de l'élevage d'ailleurs, au passage aussi. Alors, l'objectif donc, c'est d'arriver à identifier quelques mesures, des mesures simples, peut-être trois mesures simples, hein, qui ne coûtent rien au budget de l'État. On sait que l'engagement de l'argent public aujourd'hui est largement hypothéqué par la situation budgétaire du pays et qui rendrait service en même temps à ceux qui produisent notre alimentation. En rappelant cette formule du président de la République, hein, c'est qu'en France, on doit produire pour nourrir. On ne produit pas simplement pour le plaisir de produire, mais on produit pour nourrir les Français. Et on aura l'occasion tout au long de cette heure d'évoquer l'évolution des chiffres de consommation, d'importation. Il y a en France à défendre un secteur qui est en difficulté. Donc, je vais vous demander, messieurs, de prendre des exemples concrets. Je suis avec Philippe Pavard, qui est le directeur de la rédaction de la France agricole, qui donnera son point de vue, bien sûr, comme je le ferai moi-même, et qui vous interrogera. Éric Thirouin, vous êtes agriculteur, président de l'association des producteurs de blé, la GPB, et Yves Fantou, vous êtes président de Culture Viande. Alors malheureusement, nos amis de SEMAE nous font faux bond ce matin, réunion de dernière minute au ministère, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Je vous propose de démarrer peut-être avec ces éléments avec Philippe Pavard. Euh, Peut-être le contexte. Bien, la France agricole est distribuée dans toutes les fermes de France. Vous suivez l'actualité agricole, agroalimentaire, l'élevage au jour le jour. Est-ce qu'on peut faire un point rapide sur l'actualité du sujet que nous évoquons aujourd'hui, Philippe? Oui, alors justement, afin de planter le décor, je vous propose de balayer quelques éléments d'actu qui rentrent en résonance avec la thématique de ce webinaire et d'abord rappeler l'année très singulière que subit l'agriculture avec une pluviométrie hors norme. Il pleut bien au-delà de la normale depuis plus d'un an. Une moisson également calamiteuse pour les céréales à paille, avec une chute de 25% de la production sur la moyenne quinquennale. Il faut remonter loin dans le calendrier pour trouver une telle récolte médiocre. Et puis une épice aussi animale, la FCO, qui fait des ravages. Tous les secteurs de l'agriculture sont quasiment en crise. Une situation sans précédent. Enfin, moi, c'est la première fois que je vois à ce point l'agriculture en difficulté de toute ma carrière. Donc, pas étonnant dans de telles conditions que la colère agricole ne retombe pas depuis les mobilisations historiques de février et qu'elle reparte actuellement. Une colère qui n'a que partiellement été traitée avec certaines mesures promises qui devaient être portées par la loi d'orientation. Mais comme chacun sait, son parcours législatif a été stoppé par la dissolution. Elle devrait finalement faire son retour au Sénat à partir du 14 janvier prochain, sous réserve que le gouvernement actuel ne soit pas renversé. Hein, ça fait l'actualité depuis plusieurs jours. Alors ce texte qui avait déjà passé l'étape de l'Assemblée nationale plaçait l'agriculture au rang d'intérêt général majeur et devait, entre autres mesures, faciliter la construction des bâtiments d'élevage ou de réserves d'eau. La majorité sénatoriale a promis d'en renforcer les dispositions, même si c'est le texte déjà voté qui va être discuté à l'Assemblée. Alors, à côté de ça, il y a une proposition de loi qui vient d'être déposée le 1er novembre par deux sénateurs, dont le sénateur Duplon, qu'on connaît bien parce que je vais l'évoquer aussi par la suite, qui entend, je cite, hein, libérer la production agricole des entraves normatives, principalement environnementales, et elle devrait aussi, cette loi, compléter la loi d'orientation. Alors, les sénateurs, dans cette proposition, entendent réautoriser les néonicotinoïdes Oui. comme l'acétamipride, qui est autorisé partout ailleurs, sauf chez nous, et qui est autorisé notamment chez nos voisins européens. Et on sait que notamment pour la betterave, c'est
c'est quelque chose qui nous manque dans la boîte à outils. Cette loi donnerait aussi la possibilité pour le ministère de l'Agriculture de suspendre une décision de l'ANSES en matière Ouais. d'homologation des produits phyto. Alors, va-t-on vers des autorisations alignées sur l'Union européenne? Je cite la ministre de l'Agriculture dernièrement qui a déclaré: ce qui est autorisé en Europe devrait l'être également en France. Alors, Alors voilà une belle intention, mais la tâche est immense. Philippe, on poursuivrait dans un petit instant, mais peut-être d'abord un tour de table. Est-ce que ces premières mesures, Éric Thirouin, vont dans le bon sens? Est-ce que ça vous donne satisfaction? Ah, ça donnera satisfaction si jamais le gouvernement n'est pas renversé, que ça va au bout. Ce qui fait beaucoup de conditions aujourd'hui, mais effectivement, je pense que les mesures poussées par les sénateurs Duplon et Benonville a rassemblé un petit peu tous les points justement qui ne coûtent rien, puisque c'est le sujet de ce matin. Dedans, il y a un certain nombre d'articles qui ne sont pas du tout pour la loi de finances, mais qui sont vraiment des simplifications et des choses qui puissent libérer notre capacité d'entreprendre. C'est les sujets de la séparation vente-conseil, c'est les sujets effectivement de l'acétamipride, c'est les sujets de l'ANSES, qu'on pourra y revenir. Enfin, c'est plein de sujets qui aujourd'hui nous empêchent en fait de travailler, qui sont repris dans cette proposition. Et cette proposition, elle a été déposée par 182 sénateurs, c'est-à-dire plus de la moitié du Sénat a déposé cette proposition. Maintenant, elle sera évoquée la semaine prochaine. Donc, c'est aussi une des explications pour lesquelles on est en manifestation cette semaine sur la simplification des normes. Mais voilà, ça va être compliqué parce qu'il va falloir que ça passe aux lois. À côté de ça, on a proposé 34 mesures à la ministre, Annie Genevard, 34 mesures qui n'ont pas besoin de passer par la loi, donc n'ont pas besoin d'attendre si le gouvernement est là ou s'il s'en va. Ce sont des décrets, des arrêtés ministériaux. Et donc ça, on pousse très très fort pour qu'effectivement la ministre puisse la prendre bah, dans les heures, dans les jours Sur qui viennent. quoi? Exemple, sur quoi? Eh bien, par exemple, vous avez la suspension du programme d'action nitrate. Aujourd'hui, on est paumé sur les catégories de fertilisants, les calendriers d'épandage, un certain nombre de choses. On est. Alors, je veux bien attaquer d'emblée. J'avais préparé trois exemples. Là, Euh, garde, mais voilà. garde-le sous le coude parce que il faut Mais c'est bien entretenir trois ça. exemples que je vous donnerai tout à l'heure qui n'ont pas besoin de la loi et qui Très suffisent de bien. la décision de la ministre. Entretenons un peu de suspense, si vous le voulez bien, Eric. Hein, et puis on fait tourner la parole. Yves Fantou, est-ce que ce qu'a décrit Philippe Pavard, c'est-à-dire un gouvernement qui cherche malgré tout à prendre des mesures, hein, j'ai vu Philippe, facilité de caisse bon, pour répondre aux problématiques de trésorerie, la visite administrative unique, le comité parlementaire de solutions sur les phytos, est-ce que ça, Yves Fantou, ça va dans un sens que vous jugez positif? Ouais, parce que enfin moi je trouve ça effectivement très positif. Aujourd'hui, je pense que là vous avez tout à l'heure dit produire pour nourrir. Et il y a une chose pour moi qui est très simple, c'est soit on produit, soit on importe. Et Oui. aujourd'hui, moi dans mes fournisseurs, Oui, donc parce qu'on n'arrêtera pas de manger, c'est on clair. n'arrêtera pas de manger. Donc le truc est très simple, soit on produit, soit on importe. Qu'est-ce qu'on veut? Voilà, aujourd'hui, on a des. Vous avez parlé à plusieurs reprises, Pascal Perry, du dossier Le Duf, donc à côté de Rennes. Ça, c'est à multiplier par je ne sais pas combien au niveau de nos producteurs de porc, par exemple. On va rappeler de quoi il s'agit, hein. Effectivement, je l'ai Allez-y, oui. fait Oui. tout à la fois à l'écrit, à l'oral et à l'image, si je puis dire. Hein. Le DUF avait un grand projet, le projet de création d'une entreprise, c'est son métier, l'agroalimentaire. C'était non pas à Servon-sur-Vilaine, mais À pardonnez-moi, côté, oui, oui, à côté. À Liffré, à juste à Liffré. côté. Et puis, bon, contestation, recours, souvent recours abusif d'organisations écologistes locales. Et bah, il fallait attendre 2027-2028 pour avoir une décision de justice. Et donc, ça repoussait le projet à 2030, à peu de choses près, la mise en route du projet. Bah, résultat des courses, Louis Leduf, qui est un géant mondial, hein, est Oui. allé chercher fortune ailleurs parce que les marchés sont immédiats, il faut les servir tout de suite. Donc, c'est des exemples comme ça, vous avez raison, il y en a beaucoup, ils font tout. Oui, oui, surtout la plupart du temps, la plupart de nos élevages de porcs aujourd'hui qui veulent agrandir Oui. sont vraiment découragés de le faire. Enfin, des choses aussi simples que ça, et on arrive à une décapitalisation très importante. Nous, l'année dernière, il y avait eu
On a abattu 1 million de porcs en moins, ce qui représente quand même des très gros outils. En bœuf, ça a été exactement la même chose. On perd 50 000 tonnes, ça fait 5 abattoirs de 10 000 tonnes. Donc, et depuis le début, enfin depuis un peu plus d'un an, maintenant, nous, on ferme à peu près un abattoir par mois. Donc, ce qui est considérable. Donc, soit on produit, soit on importe. Et donc, les importations pendant ce temps-là augmentent. Et un petit peu ce qui s'est passé sur la volaille, avec quelques erreurs, à mon avis, stratégiques, qui ont été dénoncées justement par la Cour des comptes sur la volaille, où on est parti vraiment sur un haut niveau de production. Et aujourd'hui, on importe, allez, un poulet sur deux La dans moitié. notre pays. Mm. La moitié. Voilà. Y compris d'ailleurs, alors Philippe l'évoquait tout à l'heure, hein, je vous rends la parole, Philippe Laurent Duplon, sénateur de la Haute-Loire, a rendu un rapport qui est probablement le document le plus complet qui existe, hein, sur la situation de l'agriculture, les pistes de sortie. Parmi les erreurs commises, alors celles qu'on peut réparer sans engagement d'argent public, il y a cette politique qui a été celle de la premiumisation, c'est la montée en gamme. On a abandonné un peu ce que les distributeurs appellent le cœur de gamme et qui fait quand même l'équilibre du marché. Oui, alors en fait, il y a pas un seul rapport, mais il y en a deux. Le premier date de 2019. C'était un rapport transpartisan, hein. Il y avait Laurent Duplon, effectivement, qui était un peu le chef d'orchestre, mais il y avait aussi un sénateur, l'Union centriste, et puis un socialiste. Et donc, en 2019, ils ont commencé à mettre les pieds dans le plat. Nous, au journal, on s'est emparé de ce rapport qu'on a trouvé instructif, et puis on s'est dit, enfin, il y a des pouvoirs publics, enfin la représentation parlementaire se saisit de la chose, parce que il y avait Mm. déjà des signes très très alarmants. Et puis 2017, 2019, ça sort, et moi j'ai été surpris du peu d'écho qu'il y a eu dans la presse généraliste, de reste, parce qu'il y avait des pistes déjà qui étaient données pour rectifier le tir. Et les sénateurs ont remis le couvert, si je puis dire, en 2022, sur cette perte de compétitivité de la ferme France, hein, qui est vertigineuse quand même, hein. Mm. Euh, Oui, avec un malaise qui vient de loin. Et qui vient de loin, mais qui était. Alors là, j'en viens à ce qui a été évoqué, c'est-à-dire la montée en gamme, donc le discours de Rungis du président Macron, où il n'y avait plus que ça qui comptait, il fallait faire que du premium, etc. Et en oui. fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la crise ukrainienne, il y a eu aussi l'inflation, et puis on s'aperçoit que les Français mangent pas des choses labellisées tout en permanence, hein. Tous les jours. Non, non. Et donc le cœur de gamme en fait, et puis le début de gamme ont été abandonnés aux importations. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un échec de monter en gamme. En disant ça, je dis pas qu'il fallait pas. Il y a un public, hein, de consommateurs pour ce segment. Il faut pas l'abandonner. Les Bien labels ont sûr. leur raison d'être. Et évidemment, le problème, c'est d'avoir voulu généraliser. C'est ça Ça, le problème. produire à 360 degrés, c'est-à-dire produire pour l'entrée de gamme, le cœur de gamme, le premium, et ce qui existe au-dessus parfois, effectivement, au-dessus du premium, qui est l'exception. Je crois qu'il faut la maintenir d'ailleurs parce que c'est une histoire d'image, hein, c'est une affaire d'image pour l'agriculture française. Nous faisons des choses en France que les autres ne savent pas faire et on doit absolument le conserver. Alors, je me retourne vers Éric Thirouin. Vous nous avez sélectionné quelques exemples. Bon, vous avez fait monter le suspense. Dites-nous quels exemples précis vous pouvez nous donner en rappelant à ceux qui nous rejoignent maintenant, on est plus nombreux aujourd'hui, pardon, maintenant qu'à 10 heures précises, évidemment, que le sujet, c'est quelles mesures simples à prendre tout de suite pour soutenir l'agriculture, l'élevage en France, sans conséquence sur le budget. Éric Thirouin. Donc effectivement, j'ai pris trois mesures. Je vais prendre la première, elle concerne la PAC et la manière dont la PAC se décline en France, toute seule, et Ouais. que l'administration a pris une mesure toute seule qui peut être changée n'importe quand.
quel est le contexte? Le contexte aujourd'hui, c'est qu'on est face aux aléas climatiques et à un certain réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on a des hivers plus doux. Et Mhm. en céréales, on sème de l'orge. Et on a ce qu'on appelle de l'orge d'hiver, qu'on sème en fait à l'automne, et qu'on a de l'orge de printemps, qu'on sème plutôt à l'hiver, c'est-à-dire plutôt en février. Mais il se trouve qu'avec le réchauffement climatique, beaucoup d'entre nous, en fait, essayent de semer de l'orge de printemps au mois de novembre ou au mois de décembre, puisque effectivement, comme les gels sont plus rares, le fait de rallonger la période de culture de cette orge de printemps, eh bien, ça permet d'avoir des rendements meilleurs. Il y a un risque que ça gèle, mais qui devient Bien très sûr. réduit. Donc, en fait, l'agriculteur, on lui demande de s'adapter. Et donc, nous, on vit par rapport au climat, par rapport à la situation. Et pour Mhm. s'adapter, eh bien, on essaye de voir, avec ces contraintes climatiques ou ces changements, comment on peut améliorer les choses. Et donc, conclusion, au lieu de semer en février, on va semer en décembre. Mhm. Ben, c'est incroyable, mais vrai. L'administration a décidé que le printemps démarrait au 1er janvier. Mhm. C'est-à-dire que si vous semez une orge en février, elle est comptée au printemps. Si vous la semez en décembre, elle est comptée en hiver. Mhm. Or, dans la réglementation de la PAC, on a des permis à points. C'est-à-dire si on fait un peu de culture d'hiver, un peu de culture de printemps, Ouais. etc., on a des points différents. Donc en fait, si on est parti pour semer de l'orge de printemps, puis on se dit, ah, l'hiver est plutôt doux, donc on va le semer plus tôt, et ben boum, on perd les points. Tout Alors, ça question. pourquoi? Tout ça pour quelle raison? Ouais. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Ben, c'est juste un problème de contrôle. Mais de C'est-à-dire contrôle que, de qui? je vais expliquer, c'est-à-dire que l'administration nous contrôle par satellite. Ouais. Et donc, elle prend des images satellites tous les 2 jours au-dessus de nos fermes. En tout cas, c'est ce que tous les 2 fois par semaine, je veux dire, au-dessus de nos fermes. Mais en fait, elle a décidé de prendre une photo autour du 1er janvier et de dire, bah, si c'est vert, c'est que c'est une culture d'hiver ou d'automne. Et si c'est marron, c'est-à-dire que c'est encore en labour, eh bien, Oui. ça veut dire que c'est une culture de printemps. Et donc, pour simplifier le contrôle et la vie de l'administration, eh bien, on se retrouve dans une absurdité où on ne peut pas faire une adaptation du semis de nos orges en fonction du climat. On est Alors, quand même je dans vous un impasse. interromps parce qu'on a besoin de comprendre. Vous avez ces arguments-là me paraissent simples, de bon sens, enfin, évidents, quoi. Oui, bon, le monde doit s'adapter au changement climatique, vous aussi. Vous le dites à l'administration, qu'est-ce qu'on vous répond? Ben, on nous répond oui, mais c'est compliqué parce qu'en fait, on veut mettre toutes les cultures à la même date. Vous comprenez, si on a plusieurs dates de photos en fonction des cultures, on va pas arriver à mettre ça Oui. dans l'intelligence artificielle. Ben, moi, j'aimerais bien un peu d'humain et, et puis qu'on regarde la réalité de nos fermes parce qu'en fait, ben, cette absurdité de contrôle qui en fait terrorise, hein, puisque je pense qu'en cascade, on a une administration qui a peur du contrôle de l'Europe. Du coup, elle sert, elle met des protections dans tous les sens, mais qui sont, alors, c'est le bon mot, hein, qui sont du coup hors sol, hors réalité du terrain. Voilà. Bon, ça, c'est le Et premier ça exemple. fait 2 ans, 2 ans que je me bats pour ça. On l'a remis encore dans les demandes auprès de la ministre. À chaque fois qu'il y a un ministre qui change, chacun me dit, ah bah oui, oui, il faut qu'on adapte. Et en fait, l'administration en dessous, elle bloque parce qu'elle dit, oh là là, nous, on va pas savoir gérer les logiciels avec les photos satellites. Voilà. C'est pitoyable. Oui, c'est alors là, effectivement, on peut changer les choses sans engager un centime d'argent public. Ils Oui, font parce tout. que c'est que en France. Oui, Philippe, peut-être un mot de commentaire au passage. C'est enfin, aberrant. Ce que j'entends là. Oui, oui, c'est aberrant, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que ces seuls exemples. Souvenez-vous, c'est remonté jusqu'au Premier ministre, puisque lors de son discours de politique générale, je crois, oui, il a parlé il y avait les questions d'épandage aussi. Oui, Et c'est pareil, on avait des conditions climatiques que l'on connaît, hein, avec des intempéries interminables. Et c'est le Premier ministre qui a été obligé de décaler les dates, le créneau possible d'épandage. Voilà, on en est là quand ouais, même. ouais, ouais. Donc voilà, deuxième exemple où bon, on veut administrer la nature, sauf que le métier d'agriculteur, Alors c'est ça. Ouais. il se passe pas soin en gare, voilà, comme un industriel, voilà, on est tributaire d'un facteur qu'on ne maîtrise pas, qui est celui du temps, voilà. Mais on semble Ouais. l'avoir Et oublié.
les quelques échos que j'ai reçus d'ailleurs la semaine dernière, c'est au moment des premiers jours des manifestations agricoles sur les barrages où je me suis trouvé, c'était des agriculteurs qui disaient on en a marre des bureaucrates qui nous disent mieux connaître notre boulot que nous-mêmes. C'est pourtant simple, c'est-à-dire que c'est un métier, l'agriculteur, enfin, agriculteur, éleveur, c'est un vrai métier avec de la science, hein, et en Mhm. effet, il faut vivre, surtout avec le vivant, hein, il faut vivre dans l'environnement naturel et respecter la nature et ses cycles. Ils font tout peut-être au passage aussi. Alors un exemple de votre côté, hein, je rappelle que vous êtes président de Culture Viande. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire, des mesures qu'on pourrait prendre rapidement là, sans engagement d'argent public et qui amélioreraient la situation? Ah, une petite chose, moi j'ai un petit peu plus sur l'aval qui part de bonnes idées, peut-être à la base, notamment les 20% de bio ou les 60% de produits durables et de qualité sur les restaurants collectifs de l'État, même 100% sur les restaurants collectifs de l'État, et donc des viandes sous signe officiel de qualité. Et si place, comme nous en France, on a des signes officiels de qualité qui sont plus contraignants que nos pays voisins, même membres de l'Union européenne, on se retrouve finalement à importer de ces pays-là. Et je trouve que notamment sur les cantines, plutôt que de partir sur cette idée-là, je pense que, notamment pour nos enfants de quartiers un peu défavorisés, pour rétablir une forme d'égalité des chances, mettons simplement 4 repas équilibrés. C'est 4 repas par semaine pour ces gamins-là, et c'est peut-être les seuls repas équilibrés qu'ils auront de la semaine. Donc, mettons plutôt que de mettre, par exemple, beaucoup d'argent sur 20% de bio et le reste, les 80%, c'est nettement moins bien, essayons de mettre des repas tout simplement équilibrés et faisons confiance à nos éleveurs. Enfin bon, moi qui connais bien la production bovine, on a une production bovine excellente en France, quoi. Il n'y a pas besoin de prendre du bio, si vous voulez, pour mettre du bœuf aux gamins. Mm. Voilà, des choses qui me paraissent vraiment très très simples. Mais ça, c'est au fond aussi une mesure simple à prendre, hein, euh, sans argent public. Mais c'est pas facile politiquement. Alors, Politiquement, c'est pas c'est facile. ça. J'allais vous dire, c'est sur le terrain politique que c'est compliqué, parce que là, ce que vous exprimez, c'est un peu. Alors, c'est pas à l'inverse d'un courant dominant dans la société française. Je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du Oui. village. Les Français continuent de consommer des produits carnés, ils les aiment. On a une carte gastronomique qui est large. C'est aussi ce qui fait qu'on est français. Mais il y a quand même un courant de pensée dont l'écho médiatique est d'ailleurs disproportionné, hein, par rapport à son importance numérique dans la société, mais qui contestent la consommation de viande, y compris, enfin, qui voudraient faire des cantines scolaires ou publiques, des laboratoires du véganisme. Oui, et on a vu ce qui s'est passé au moment des Jeux Olympiques notamment, où les sportifs ont dit Ouais. non, non, nous, il nous faut de la viande, quoi, hein, il nous faut des protéines animales. Et puis Mm. d'ailleurs, tous les scientifiques, j'ai là la petite lettre de Patrick Tougnan qu'on a proposé donc aux omnivores, l'importance d'une alimentation avec de la protéine animale. Je ne parle pas simplement de viande, mais je parle de lait, enfin, et des œufs notamment pour nos enfants, nos adolescents et puis, au-delà de ça, pour nos personnes un peu plus âgées. Et aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup ce discours-là, quoi, si vous voulez. On va vers vraiment, on souhaite, il y a une forme de population bien pensante qui souhaite végétaliser l'alimentation, et ça devient quasiment un marqueur sociologique. Et donc, on crée aussi là, je trouve, une petite ségrégation alimentaire. Les gens bien, grosso modo, vont végétaliser, et les gens moins bien vont continuer à manger de la viande. Et avec donc une alimentation qui serait moins disante et importée en plus pour les pauvres. Donc, je trouve qu'on est en train de créer des postures de population, à mon avis, qui n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, la population végane représente allez, moins de entre 1 et 2%, et Oui, encore, je c'est suis même ça. pas sûr, végétarien pareil, ça veut dire qu'on a de la viande dans 95% des foyers. Mm. Et là-dessus aussi, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a été habitués sur toutes nos filières à faire zéro déchet. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit arriver? Donc, on va pouvoir parler un petit peu des dénominations, mais par exemple, du cuir vegan. Comment on peut utiliser Comment ce est-il mot-là? fabriqué? Il y a quelques années, on appelait ça sans doute du sky, enfin, j'en sais rien ce que c'était. Mais nous, si on veut aller jusqu'au bout de nos animaux, on a besoin de vendre le cuir et de valoriser le cuir qui est un matériau, je trouve, en plus exceptionnel. Et voilà, donc on va chercher autrement, plutôt que de manger un produit qui me paraît très simple, on encourage les gens à manger des produits ou des protéines végétales ultra transformées. Voilà, qu'est-ce qu'on veut pour nos gamins? Il y aura des choses quand même à réfléchir un petit peu. Et plutôt poussé qu'à présent, d'après ce que je vois,
plutôt poussés par l'ADEME, quoi, dans leurs préconisations notamment. Bah, alors, Philippe, oui, on pourrait citer l'exemple de l'Angleterre. Le gouvernement anglais a voté un dispositif qui encourage la décapitalisation du cheptel et signé concomitamment, ce qui paraît un peu aberrant en termes de développement durable, des accords d'importation massive de viande de bœuf et de mouton de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Où est le bénéfice? Oui, effectivement. Bon, je connais pas spécifiquement cet accord, mais C'est c'est une loi, Environment Act. ouais. Oui, oui, ben, effectivement. Bon, on sait que plus on monte vers le nord, plus il y a une sensibilité vers la critique de la viande. Voilà. Bon, moi, je voulais quand même réagir par rapport à ce que j'ai entendu, parce qu'on a cité le professeur Tougnon. Le Ouais, professeur Tougnon, qui est quand même une sommité, hein, reconnue dans le milieu. On l'avait interviewé il y a quelques années, et il nous avait raconté que lui, il voyait les dégâts de l'idéologie, parce qu'on a des parents, mais c'est leur libre choix, effectivement, hein, qui sont véganes et qui veulent infliger à leurs enfants le même mode d'alimentation. Or, on sait que pour la fabrication du cerveau, il y a besoin de protéines animales à ce stade, et ils voyaient des dégâts irréversibles arriver en ouais, consultation. Voilà. ouais, Alors là, je vois qu'il a à nouveau publié une note, hein, où un tiers des ados seraient ouais, carencés en fer. On sait Oui, que les protéines animales en amènent. un Donc, cinquième des enfants, un tiers des ados. oui, ouais, voilà. Donc, 70% des femmes en âge de procréer. voilà. Bon, donc, on, on est dans une société où il y a le libre choix, effectivement, alimentaire. Sauf que devenir vegan, c'est quand même compliqué. Est-ce que c'est à la portée de tout un chacun Ah, de gérer ça? Il faut compléter avec de la vitamine B12, bien sûr. j'en passe et des meilleurs. Bon, donc voilà, on a le même souci aussi avec le fait d'imposer un repas végétarien dans les cantines. Bon, on voit quand on regarde la pratique que ça suit pas, parce que c'est trop compliqué. ouais, Et puis en plus, on empiète quand même sur la liberté de tout un chacun, Bien quoi. sûr. Hein, parce que voilà, les parents n'ont Alors, plus la maîtrise de l'alimentation de leurs enfants dès lors qu'ils sont à la cantine. Bon, ça c'est un autre élément, hein, c'est peut-être lutter contre des courants de pensée qui sont minoritaires, non scientifiques dans la société. Ça non plus, ça ne consomme pas d'argent public et remettre peut-être un peu de bon sens dans notre alimentation. L'homme est par définition un omnivore, c'est-à-dire il a vocation à manger tout ce qui est autour de lui et tout ce qui est comestible, évidemment, autour de lui. Je reviens vers vous, Éric Thirouin, agriculteur, président de l'Association générale des producteurs de blé, la GPB. Deuxième exemple que vous avez sélectionné auprès de ceux qui nous suivent aujourd'hui, que je remercie au passage, vous pouvez poser des questions. Vous avez vu qu'il y a un petit onglet en bas de l'écran, questions-réponses, vous pouvez réagir, poser des questions. Deuxième exemple, Éric Thirouin, de mesures à prendre sans engagement de l'argent public pour simplifier la vie des agriculteurs et des éleveurs. Alors, le deuxième sujet, c'est celui des produits phytosanitaires Bon, et de l'ANSES, l'Agence nationale de santé. Euh, Donc, on sait qu'aujourd'hui, la protection des plantes est un enjeu pour nous de plus un peu important, avec des impasses techniques en fait qui se multiplient sans arrêt, avec des produits qui sont retirés les uns après les autres, alors que en Europe, il y en a, elles sont autorisées, et dans les pays tiers, alors là, c'est encore plus important. On sait avec le Mercosur, par exemple, sur le maïs, 78% des produits phytosanitaires autorisés au Brésil sont interdits en Europe. Donc on voit l'écart. Mais en France, on redouble en fait de précautions. Résultat, aujourd'hui, il y a un nombre de rappels de produits à base de céréales qui sont
contaminés par le datura, qui est en pleine explosion, hein, le datura qui contient des alcaloïdes toxiques, voire mortels. Donc c'est un sujet extrêmement important. Et en fait, la situation, c'est laquelle? C'est qu'en voulant laver plus blanc que blanc, en fait, on fragilise notre compétitivité avec en fait des distorsions de concurrence qui sont insupportables. Mhm. Alors, le désherbage, c'est sûr que c'est pas fait pour faire joli, hein, mais bien pour proposer en fait les loyaux et marchands. Et quand je Mhm. parle du datura, c'est bien ça. C'est aussi de la santé de nos concitoyens qu'il s'agit. Et ça, souvent, on l'oublie. Si on protège nos plantes contre les champignons, contre des mauvaises herbes invasives, c'est pour avoir un produit qui soit mangeable et pour protéger la sécurité du consommateur. Alors, quelles propositions on peut faire? En fait, il y a des propositions assez simples sans passer par la loi. On pourra parler de la loi qu'on a parlé tout à l'heure du plomb, qui lui a proposé des choses encore plus importantes. Mais déjà, que l'ANSES puisse prioriser les homologations des solutions concernées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ANSES, elle prend les dossiers les uns après les autres. Or, aujourd'hui, on a des impasses. Il est important qu'il y ait de nouveaux produits qui puissent être homologués. Eh ben non, ils vont prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, du coup, en nous laissant dans l'impasse totale. Donc, il faut pouvoir prioriser ça. Et un décret suffit pour demander ça à l'ANSES. Le deuxième point, il faut prendre les dernières évolutions des pratiques. Et non pas celles d'il y a 20 ans. Il faut s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, on a fait des études démontrant que le positionnement de haies, le position de buses, de traitements qui sont capables de réduire à 95% la dérive, alors que l'ANSES continue à étudier uniquement avec 65% de réduction de dérive. Donc ça change complètement en fait l'homologation derrière. Ouais. Elle Ouais. refuse de prendre les dernières mesures. Le troisième sujet, c'est qu'il faut que l'ANSES arrive à mesurer en fait le bénéfice-risque. Aujourd'hui, l'ANSES est habilité à regarder que le risque. C'est une agence de santé, on regarde scientifique, et moi je n'ai rien contre l'ANSES et qu'il y ait un regard scientifique, c'est indispensable, hein. Si on n'a pas une base Mhm. scientifique, c'est pas la peine de continuer. Donc elle prend cette base scientifique et elle regarde s'il y a un risque. Bah, écoutez, Ouais. si on prend l'exemple de la Javel, l'eau de Javel, si on la boit, c'est mortel. Bien Mais sûr. n'empêche que c'est indispensable qu'on l'utilise pour nettoyer les sols dans les cuisines. Elle tue les bactéries et c'est plutôt bien pour la santé. Donc en fait, on voit que dans tout produit, il y a le risque et il y a le bénéfice. C'est l'exemple de la Javel. C'est bien parce qu'il y a un bénéfice-risque qu'on continue à avoir de l'eau de Javel pour désinfecter nos cuisines dans lesquelles nos bambins vont se promener à quatre pattes. Eh bien, en fait, Mhm. le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'ANSES ne regarde que le risque, le risque, le risque. Et derrière, il Mhm. n'y a pas d'analyse de bénéfice. Donc, je pense qu'un simple décret demandant à ce que l'ANSES puisse regarder ça euh, Ouais. serait important et serait souhaitable. Alors, ça ne va pas suffire. C'est pour ça que derrière, il y a la loi du plomb, parce que je pense qu'en fait, il faut aussi qu'on ait un regard du ministère, de la DGL, pour regarder le bénéfice. Parce que même si on demande à l'ANSES de faire une analyse des deux, en fait, elle n'est pas équipée pour faire le bénéfice. Et l'étude d'impact, etc., sur l'ensemble, le regarder ce qui se passe dans le reste de Ouais. l'Europe. Donc, il faudra en plus une modification de la loi. Et donc, je pense que il faut déjà en urgence appliquer ces trois décrets sur regarder les nouvelles techniques, prioriser l'homologation et quand même de regarder, d'avoir une analyse bénéfice-risque, ne serait-ce qu'en discutant avec l'ensemble des gens concernés, de regarder ce qui se passe en Europe. Ça changerait énormément de choses puisque derrière, en fait, ce qui est en jeu pour nous, exploitants agricoles, ce sont nos moyens de production qui, en fait, disparaissent alors qu'ils sont de plus en plus présents dans tous les autres pays du monde, qui sont supérieurs dans les autres pays d'Europe. Et je reprendrai l'expression qui a été dite tout à l'heure par mon collègue. La question, c'est de savoir si on produit ou si on importe. Et en fait, Ouais. la manière dont on a géré de l'ANSES fait qu'on augmente de plus en plus les importations dans toute production. En Ah, céréales, je n'ai pas donné oui. tout à l'heure, mais on a baissé de 1 million d'hectares de céréales en 10 ans sur 7 millions, uniquement parce que bah, petit à petit, on a des réchauffements, on a des aléas climatiques cette année, mais on a aussi la disparition des moyens de production, ce qui fait que les rendements en céréales baissent. Hmm. Donc on est arrivé aujourd'hui à une production de 1983. Tout ça parce Passage. qu'on a les moyens de production qui disparaissent. Ouais. Moyen de production, c'est l'eau, hein, qu'on évoquait tout à Exactement. l'heure. C'est les phytos, c'est les traitements.
Et Les alors, engrais, on évoquait oui, et puis les semences hein, qu'on aurait pu bien évoquer sûr. avec Pierre Pagès. Et souvent, d'ailleurs, c'est vrai qu'on importe des produits de qualité médiocre, des produits qui ont été soit cultivés, soit élevés, s'il s'agit de produits carnés, dans des conditions qu'on interdit en France. C'est d'ailleurs tout le paradoxe de l'accord qui est négocié en ce moment avec l'Amérique du Sud. Et les 5 ou 6 pays, plus en mémoire, mais c'est 80% du PIB de l'Amérique du Sud. C'est un accord dans lequel on serait amené à importer des productions de viande, par exemple, ils font tout, élevées dans des conditions qu'on interdit en France, avec des antibiotiques, des hormones de croissance, etc. Le poulet javellisé, hein, lui aussi élevé, c'est le poulet de 30 jours, hein, peu de choses près. Et encore, enfin, vous allez peut-être me donner un détail. Tout à l'heure, on se disait, enfin, vous évoquiez vous-même d'ailleurs la question de la loi climat-résilience, enfin, l'alimentation dans les cantines notamment. Est-ce qu'on on peut fonder quelques espoirs, question à l'un à l'autre, et puis à Philippe aussi, j'aimerais avoir votre point de vue, Philippe. Est-ce qu'on peut fonder quelques espoirs sur le travail législatif qui est fait autour de la loi Egalim 4 pour que vos productions soient achetées à leur vrai prix, enfin, à leur vrai coût plutôt, hein, en respectant le coût de production? Alors, pour nous, Egalim, hein, professionnels de la viande, c'est un sujet qui est assez compliqué, hein, et très difficile à mettre en œuvre, puisque nous, on va diviser des carcasses, quoi, si vous voulez. Donc, Mm. c'est très très compliqué pour nous sur ce sujet Egalim, tout simplement. Et quelque chose de très simple. On va acheter une bête au même prix. Et le filet de bœuf peut être du simple au double. Là, on approche des fêtes, donc le filet de bœuf va augmenter. La bête, elle, elle reste au même prix. Oui. Et en plus, c'est toutes les pièces qui vont varier, et ça, de façon hebdomadaire. Donc, Mhm. je ne m'attendais pas à cette interrogation sur Egalim, mais chez nous, c'est quand même très compliqué. Il y a quand même de plus en plus de contractualisation. Donc, parce que nos abattoirs, j'en ai parlé tout à l'heure de décapitalisation, et donc, tout le monde a besoin de se couvrir finalement en marchandises. Donc, il y a de plus en plus d'accords et de contractualisation avec les éleveurs, donc ce qui avance bien et qui garantit finalement un revenu aux éleveurs. Mais Mhm. on est sur un système de mise en place Egalim qui est très compliqué, même du point de vue des éleveurs qui ont toujours été habitués à vendre leurs marchandises et directement au plus offrant. Et voilà, on a des choses difficiles, mais on a une petite révolution qui est en train de se passer et se mettre en place avec la contractualisation, de façon à D'accord. garantir les approvisionnements. D'accord, elle change les choses. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est pas exactement Egalim qui a fait ça. Non. L'augmentation des prix de la viande qui a augmenté à peu près entre 2022 et 2023, quasiment sur le porc et le bœuf de 40%. Il y avait franchement besoin que ça augmente. C'est dû à la décapitalisation, c'est-à-dire moins de production. Et Mm. donc, on a avancé sur les prix parce qu'on n'avait pas le choix. On a face à nous la grande distribution qui s'est bâtie, elle, de toute façon, pour vendre, pour gagner de l'argent en vendant des produits moins chers. Et on en Oui. reste toujours là. On reste toujours sur la guerre des prix. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait de cadeau demain de la grande distribution. Mhm. Philippe, bon, Pierre Pagès n'est pas avec nous ce matin, malheureusement, président de SEMAE, président de l'interprofession des semences et des plants. Euh, dans enfin, les obstacles qui existent, on avait prévu de diviser cette rencontre en 3 parties. Les facteurs de production qu'on a évoqués, les règles et les normes que vous avez évoquées aussi l'un et l'autre, hein, Éric Thirouin, Yves Fantou. Et puis il y avait un troisième point qui était l'innovation. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce domaine? Philippe, je pense notamment au MBT. Où est-ce Ah, qu'on en est aujourd'hui et est-ce qu'il y a des obstacles? ben oui, il y a encore des obstacles, puisque dans le, bon, malgré, comment dirais-je, un premier gradient de clarification, la définition de ces NBT, hein, bah, le sujet, pour l'instant, n'avance pas beaucoup. La présidence hongroise s'en est pas vraiment emparée. Euh, bon, on est en train un peu de revivre ce qu'on a vécu pour les OGM parce que déjà, si on entend les opposants, ceux-ci nous disent ah bah c'est des OGM cachés, etc. Bon, il y a eu un effort de clarification, je l'évoquais il y a un an.
mais on est quand même reparti un peu sur les mêmes tendances. Il reste que quand on est semencier, qu'on a besoin de visibilité pour investir, etc., quand vous avez un tel flou réglementaire, bah, vous êtes quand même plutôt Bien sûr. sur la réserve. Alors que dans le monde entier, bah, ce sujet-là, enfin, il y a des pays qui se sont emparés du sujet, la Chine notamment, et puis les États-Unis qui déposent des brevets à tour de bras autour des Ouais, NBT. Voilà, bon, moi j'ai l'impression on va revivre un peu la même chose qu'avec les EGM si on continue. vous souhaitez que non. Alors il y a, bon là, des leçons ont été tirées, visiblement, on ne partira plus sur des résistances aux herbicides pour ces NBT, mais on aura peut-être justement des critères qualitatifs extrêmement intéressants. Bah, parmi enfin, les produits déjà issus des techniques CRISPR-Cas9, vous avez déjà des tomates qui sont vendues au Japon, là, qui produisent du GABA, qui est plutôt favorable à la santé. Mm. Voilà, donc on est sur des dossiers plutôt qualitatifs. D'accord. Je trouve ça intéressant. Vous avez l'Institut de Wageningen aux Pays-Bas qui travaille sur un blé. Je pense qu'Éric Très bien. Drouin pourra compléter, mais un blé qui permettrait aux malades cœliaques, hein, ceux qui sont allergiques, hein, je parle bien d'une allergie au gluten, donc d'avoir un blé sans gluténine, qui est la partie Oui, blé qui rend les gens allergiques. Voilà. Donc bon, d'accord. je trouve que c'est pas idiot de travailler de tels sujets. Et je Bien pense que sûr. là, il y aurait une réceptivité du grand public à ces questions et Ah, que ah ça oui, oui, bien permettra sûr. peut-être leur Ah non, mais réticence. il faut vendre des avantages. C'est-à-dire qu'il faut, oui, il faut séduire évidemment, et ce sont des produits qui contiennent des promesses qu'il faut pouvoir expliquer. Alors, quelques réactions. Gilles Cressman dit autorisé, ce sont les petites questions ou les commentaires qui sont faits en direct, que je vois, que j'ai sous les yeux. Autoriser les NBT serait un bon moyen de redonner le moral aux agriculteurs, ne coûterait rien à l'État. Il a parfaitement raison. Alors, question, tiens, pour vous, Yves Fantou, de Géraldine Maignan. Dès lors que la production et la consommation de viande représentent 70% de l'empreinte carbone de notre alimentation, que proposez-vous pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Alors, Ce qu'on propose déjà, c'est déjà d'y réfléchir plutôt que de les condamner dès le départ. C'est-à-dire que sur la production animale, par exemple sur la production bovine, qu'est-ce qu'on fait pour baisser un petit peu l'effet de serre? Et malheureusement, sur notamment toutes les méthodes d'évaluation, on n'a pas tenu compte ni de la biodiversité, enfin, on n'a pas tenu compte forcément du stockage carbone des prairies. Enfin, il y a des choses comme ça qu'il faut supérieur que. à celui des forêts. Pardon? Oui, Supérieur oui, à celui supérieur des à celui forêts. de la forêt. Donc, Mm. Mm. euh, tout ça, comment on fait? Parce que c'est un équilibre global qu'il faut. Et de toute façon, ce qu'il faut penser aussi, c'est que si on ne produit pas, on va importer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on Ouais. essaie de travailler justement pour produire mieux, et c'est ce que font nos éleveurs, voilà, ou est-ce qu'on importe? Voilà, tout simplement, ça va être la question est tout simplement celle-ci. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, une petite communication rapide et quelques informations sur l'évolution du dossier Mercosur. Ce qui est en négociation, c'est trois points sur lesquels les Français ne veulent pas céder. Je pense qu'ils ont raison. C'est un, pas d'importation de produits issus de la déforestation. Deux, le respect à minima des clauses miroirs, c'est-à-dire sur les phytos. Et trois, des contrôles, alors ça c'est beaucoup plus hypothétique, mais c'est une demande française, des contrôles au point de départ, c'est-à-dire non pas à l'arrivée, parce qu'on sait qu'à l'arrivée on est incapable de contrôler. Le port de Rotterdam, par exemple, fait 35 km de long. Je ne vois pas comment on va contrôler ce qui arrive massivement de ces territoires, mais en revanche, des contrôles au point de départ. Autre réaction, Bruno Cardo nous dit on doit se battre sur plus de traçabilité à tout niveau pour emmener les consommateurs avec nous. Il a raison, oui, bien sûr, il faut expliquer aux consommateurs d'où vient la production. La trilogie terre, terroir, territoire, c'est très puissant à mon sens hein, dans le domaine du marketing auprès des consommateurs. Je reviens vers vous, Éric Thiroux, on reprendra d'autres questions tout à l'heure. Troisième exemple.
Alors, troisième exemple, c'est sur la simplification des paperasses au quotidien des agriculteurs. Aujourd'hui, l'administration, en fait, nous demande, chaque administration en silo ne parle pas ils parlent pas entre eux, ils nous demandent des documents qu'il faut refournir à chaque fois. Si vous demandez une mesure auprès du conseil régional ou auprès de France Agrimaire, il faut que vous ressortiez tous les documents de la PAC, des certifications, de MSA, j'en passe, c'est les meilleurs. Et donc, nous, on se pose la question si, alors c'est pas France Connect, mais si, je crois que c'est comme ça, mais ou Si, si, d'un si. autre système, si on peut avoir un système de coffre-fort où les données essentielles que l'administration a accès dès qu'elle demande, elle a accès, eh bien qu'elle arrête de nous le demander et qu'elle puisse avoir accès pour pré-remplir ses dossiers de façon à simplifier, à simplifier notre travail. Oui. On consacre une petite moitié de notre temps désormais à faire ça. Mais quand on est Non, non, agriculteur, attendez. La moitié de votre temps professionnel, un peu moins que la moitié, mais plus d'un quart de notre temps hein, professionnel, effectivement, à faire de la paperasse en tout genre. Moi, enfin voilà, peux il y les. a un autre exemple, hein, Eric Thirouin, c'est le DMP. Vous voyez ce que c'est, le dossier médical partagé? C'est confidentiel, c'est fermé. Quand vous allez d'une consultation à une autre, d'un généraliste à un spécialiste, on ne recommence pas à zéro, mais on a stocké des données. En fait, c'est ce que vous souhaitez, vous. Et on voudrait l'appeler, dites-le nous qu'une fois. Voilà. Demandez-le, demandez-le qu'une Oui, fois. ouais. Mais sérieusement, et vous savez, de l'autre côté, l'administration, elle se gêne pas, puisque Mm. quand vous avez déposé votre dossier PAC, qui est assez épais, et que vous avez répondu pas mal de choses au mois d'avril ou mai, eh bien ensuite, on vous dit, bah, c'est à vous d'aller sur le site internet de Télépac pour voir si vous avez un message. Alors, vous savez, maintenant, enfin, vous savez peut-être pas, mais ils nous mettent des feux. Donc, sur chacune de nos parcelles, ils nous mettent feu vert, feu rouge, feu orange, suivant l'étude. Si jamais vous êtes en feu rouge, ça veut dire qu'il faut intervenir pour expliquer pourquoi il y a une interprétation, toujours par l'intelligence artificielle, qui ne correspond pas à la déclaration. Bah là, c'est Ouais. pareil, il faudrait qu'ils nous envoient un mail ou qu'ils nous appellent pour nous dire, attendez, il y a un problème dans votre dossier, il faut corriger les choses. Ben non, là, pour le coup, c'est à nous, en plein été, donc vous savez bien que la Ouais, vous période êtes de moisson, on équipé. passe pas notre temps à regarder s'il y a un sujet, il faut qu'on aille sur le site Internet. Donc voilà, on a fait un sondage cet été, on le fait à chaque fois hein, auprès des céréaliers français, pour savoir quelles étaient leurs préoccupations. On aurait très bien pu imaginer que cet été, la première préoccupation, ce soit les revenus, les rendements, les Oui, difficultés. Ben, la première préoccupation largement en tête, c'est la paperasse et c'est les conditions réglementaires. Parce qu'effectivement, moi je pense qu'il est indispensable que les politiques se rendent compte qu'en fait, les entraves qu'ils mettent à l'activité de notre métier, en fait, non seulement nous fait perdre en compétitivité, mais nous fait perdre aussi au moral, nous fait perdre aussi à l'envie d'entreprendre, l'envie d'aller devant. Le nombre de fois, c'est le sujet que vous venez d'aborder sur les NBT, on a un espoir immense des NBT qui ne sont pas des OGM, qui sont au contraire une capacité de sélectionner les semences plus oui, rapidement oui. qu'avant et trouver des On fait ce solutions qu'on plus fait rapides. depuis longtemps. Oui. Voilà. Et je pense qu'on a aujourd'hui en France un problème où on est gouverné par de l'idéologie, que ce soit sur le véganisme qu'on a dit tout à l'heure, que ce soit sur les phytos, etc., qui représente 4-5% des attentes de la population. Ben, moi, j'attends des politiques qu'ils Mm. représentent les 4 ou 5%, à hauteur de 4 ou 5%, mais que les 95% des Français soient aussi représentés à cette hauteur-là. Sinon, on va planter notre agriculture et effectivement, on va la détruire au profit d'importations. Et donc, quand on parle de souveraineté alimentaire, en fait, on est en train de faire tout l'inverse. Et je pense Mm. qu'il est indispensable que des gens comme vous, Pascal Perry et Philippe Pavard, vous continuez à expliquer en fait la réalité de notre métier. Vous êtes les mieux placés pour pouvoir expliquer ces Mm. choses-là, pour faire entendre la voix de la majorité et non pas la majorité et non pas la minorité silencieuse qui aujourd'hui gouverne beaucoup de nos lois et qui impose un certain nombre de choses qui nous bloquent. Je pense que Mm. oui, il faut de l'innovation et oui, il va falloir faire de la simplification pour qu'on retrouve Oui, la bien sûr. Bon, compétitivité. peut-être que là, on arrive à je sais pas ce qu'en pense Philippe, mais moi, j'ai l'impression quand même, pour être au contact de l'opinion au quotidien, que le dossier a mûri.
que les C'est Français ont clair. pris conscience qu'il y avait des coûts visibles à la complexité et des coûts cachés. Mm, mm. Les coûts Je- je- cachés sont matériels ou immatériels d'ailleurs, dans certains cas. Yves Fantou, vous Oui, vouliez oui, dire? oui, j'aimerais rajouter quand même par rapport à ce que vient de dire Eric Thirouin, qu'effectivement sur tout ce qui est réglementaire, mais notamment chez les éleveurs, il y a toute l'emprise sociétale également qui est importante. Aujourd'hui, un éleveur de porc qui a 55 ans, qui veut agrandir son élevage, plutôt qu'aller se bagarrer finalement et avec ses voisins, avec certaines populations qui vivent autour de lui, eh ben, il va pas le faire. Il va pas agrandir son élevage, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années où on avançait, où les gars étaient des vrais entrepreneurs. Et là, Mm. aujourd'hui, ils sont plutôt découragés. Et donc, c'est ce qui explique pour moi une bonne partie de la décapitalisation de ces dernières années. Le gars, il veut pas s'armoter, Alors, il veut oui. pas se fâcher avec tout le monde. Donc, le Eh, sociétal a ouais, quelque ouais. chose aussi de très important et très impactant. Non, mais je suis d'accord avec vous et ça pose un deuxième problème si on raisonne dans le cadre d'un raisonnement par escalier, c'est qu'il faut transmettre ces exploitations. On a des exploitants agricoles en France qui vieillissent, Philippe, Mm. et il faut pouvoir séduire les jeunes aussi. On ne va pas les séduire avec les perspectives d'une économie, d'une agriculture, Exactement. d'un élevage administré, quoi. C'est pas très sexy, hein. Non, bah, c'est sûr. Bon, on a effectivement, va y avoir une vague de départ extrêmement importante de chefs d'exploitation dans les 5 ans qui viennent. Oui. Et pour ça, bah, il faut que le métier séduise, hein. La passion, c'est bien, mais s'il n'y avait pas de revenus derrière, vous faites pas rêver, hein. Il y a un Mhm. moment où tout ça, où la passion, elle va être emportée. Bien sûr, Euh, donc il faut trouver des moyens il faut surtout arrêter de se tirer des balles dans le pied, hein. Je crois que tout ce qu'on a dit ici montre qu'on est allé un peu au bout du bout des contraintes et qu'il est temps de desserrer un peu la vis parce que c'est contre-productif, tout bien sûr, simplement. Et ça a été bien dit, hein, soit on produit, soit on importe. Ça, c'est je ça. partage complètement et on est dans cette situation-là. Voilà. Et Un mot, Philippe, sur les semences, parce que, bon, on aurait pu évoquer le dossier avec Pierre Pagès, mais je disais pour préparer notre rencontre que la France est championne du monde dans ce domaine. C'est qu'on a un vrai savoir-faire. Pour ceux qui nous suivent là, alors l'essentiel des gens qui nous suivent, évidemment, ont une culture très avancée des questions agricoles, mais est-ce qu'il est important, est-ce que pour nous c'est stratégique de conserver un secteur d'excellence dans ce domaine? c'est à moi que s'adresse la Oui, question. oui, 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 Philippe. bon, j'aurais aimé que le représentant des sportiers réponde. Bah, évidemment que oui, on sait très bien ce qu'a apporté le progrès génétique dans l'amélioration des rendements en France. Mm. Donc, c'est évidemment, on peut que se féliciter d'avoir une industrie. Bon, je crois qu'on est encore au premier rang, mais on est quand même challengé. J'évoquais certains pays là, qui prennent des brevets sur ces questions-là. Si Oui, on va être distancé, si forcément, hein, si on n'a pas les MBT comme alors que les autres l'ont, on risque de voir émerger des champions. Bon, on a déjà quand même un mm, opérateur dans le domaine des semences qui est chinois, hein. Faut pas l'oublier. Euh, voilà quoi. Donc donc essentiel évidemment à la qu'il faut. compétitivité. Essentiel à la compétitivité de l'agriculture française. Il me semble. Enfin bon, c'est pas une opinion, c'est un fait. C'est un fait, Il oui. suffit de regarder, hein. Mm. Voilà. Donc, bon, regardez dans le domaine de la voiture, on avait des champions, et puis là, parce qu'on change de technologie, on est concurrencé sur notre terrain par Bien des sûr. Chinois, par des marques qu'on ne connaissait même pas il y a 10 ans. C'est Donc, ça, on voit que ça peut aller très vite, et même dans notre domaine. oui. Pour conclure, Yves Thirouin, Éric Thirouin, pardon, Yves Fantou, euh, bon, on a une nouvelle ministre. Alors, je ne veux pas, comment dire, ne pas révéler de secret, mais vous savez que
travaille chaque matin à la télévision. J'ai rencontré ce matin, dans le cadre de ce travail, un parlementaire d'un groupe important qui tient l'avenir du gouvernement entre ses mains. Manifestement, ce gouvernement ne passera pas les 15 jours qui viennent. Bien. Euh, Ça veut dire qu'on va à nouveau changer. Bon. Est-ce que cette période comment, ou plutôt comment cette période de trouble euh, est-elle un handicap supplémentaire à des mesures simples telles que vous avez évoquées qui pourraient être prises? Ou pour poser la question différemment, est-ce que ce qui se passe en ce moment à l'échelon politique interdit de donner suite à vos demandes, celles que vous avez exprimées, par exemple, Éric Thirouin, les exemples que vous avez cités? Moi, c'est effectivement une grosse inquiétude parce que si le gouvernement est renversé, en fait, bah, toutes les décisions politiques qu'on attend, elles seront gelées. Et donc, moi, j'appelle tous les partis, quels qu'ils soient, qui vont avoir à se prononcer probablement dans les jours qui viennent, à mesurer qu'ils vont bloquer, en fait, toutes nos demandes. Et moi, je voudrais quand même. Donc oui, je suis inquiet, mais je voudrais terminer sur un message positif malgré tout. Parce que j'en ai marre de broyer du noir, c'est quand même un peu mon Bravo. quotidien, mais quand D'accord. même. Tout à l'heure, vous avez dit, Pascal Perry, que vous sentiez qu'il y avait un tournant, il y avait quelque chose qui se Oui. passait dans l'opinion politique, Oui. dans l'opinion publique. Et je Oui. voudrais dire que les manifestations agricoles qui ont lieu là, on a fait un sondage, euh, 88% des Français soutiennent les manifestations. Je pense qu'il n'y a aucune manifestation de cheminots, j'en passe les meilleurs, où il y a un score aussi important. Ouais. Dans le même sondage, on a demandé, est-ce que vous pensez que les agriculteurs sont un gage pour la santé, l'alimentation française? 70% ont répondu oui aussi. Et donc, effectivement, contrairement à cette petite musique en disant l'agriculteur, c'est pas bien, il faut qu'il arrête de polluer avec les phytos, avec les engrais, les NBT, j'en passe et les meilleurs. En fait, l'opinion publique, lui, n'est pas du tout celui-là. Et donc, moi, mon espoir aujourd'hui, c'est que ben, si c'est le bazar au niveau politique, soit, mais nous, on continuera dans la rue avec les Français pour faire en sorte que, quelle que soit la situation politique, eh bien, on arrive à retrouver une capacité de production et une liberté d'entreprendre, et pas forcément avec de l'argent, mais avec des mesures simples. Et je pense que dans les 15 jours, ben, la ministre peut prendre déjà ces mesures simples. En tout cas, c'est ce à quoi je m'emploie avec mes collègues dans les heures et les jours qui viennent. Ils font tout. La question de la liberté qu'évoque Éric Thiron, elle est importante, hein. Oui. Liberté de consommer la quantité qu'on souhaite, et puis les produits qu'on souhaite aussi. Et bien sûr, la liberté alimentaire, La effectivement. Moi, liberté alimentaire, et bien puis sûr. les libertés de produire. Oui, bien évidemment. Donc, on a beaucoup parlé finalement de ça ce matin en disant voilà qu'il faut relâcher un petit peu justement cette capacité de production. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Éric Thirouin, notamment sur ce sondage où l'indice de confiance des Français dans leurs Ouais. agriculteurs n'a jamais été aussi élevé. N'a jamais été aussi élevé que ces derniers temps. Donc, c'est plutôt très bien. Et effectivement, donc pour les éleveurs, il faut donner des perspectives et on a besoin. Euh, et ils sont là pour ça et on a besoin d'amener de la modernité. Il faut que nos métiers, les uns et les autres, soient des métiers de 2024 et pas des métiers qu'on regarde avec un œil un peu nostalgique tel qu'on peut regarder l'agriculteur. Les gens sont nostalgiques de ce qu'ils n'ont pas C'est connu, vrai. de Ouais, ce c'est qu'ils n'ont vrai. pas connu. Donc, laissons les gens travailler. Aujourd'hui, on a tous tous nos éleveurs autour de nous, c'est des gens qui sont un bac plus 3 bac plus 4. Allez, laissons-les faire, quoi. Scientifique, oui, c'est leur métier. Bon, Voilà. merci beaucoup, Éric Thirouin. Merci, Yves Fantou. Tiens, Philippe, pour conclure, quelle sera la une du journal La France agricole cette semaine? Si vous voulez bien nous dire. Donc les mobilisations avec des modes d'action qui diffèrent sensiblement selon les syndicats agricoles. Oui. Alors évidemment, c'est pas être malicieux que de dire ça, mais il y a forcément, dès lors que vous avez des élections aux chambres qui se profilent, vous avez une forme de compétition aussi qui se Oui. rajoute à ces mobilisations. Bon, mais à la base, il y a quand même une colère. Bon, on en a parlé au début, qui est fondée et puis qui est toujours pas réglée. Voilà. C'est ça. Juste avant qu'on se sépare, il y a un sujet quand même majeur, moi, je pense, qui n'a pas été abordé. Je le placerai peut-être même au-dessus de tout le reste, c'est la question de l'eau.
Oui, et la question de son stockage avec des débats sans fin qui entourent cette question-là. Bon, je ne vais pas relancer le débat, mais je propose d'ailleurs de préparer un webinaire consacré uniquement à la question de l'eau parce que c'est effectivement essentiel. Il n'y a pas d'agriculture sans eau. Euh, il est tombé cette année des quantités invraisemblables d'eau de pluie. Elle part vers le bassin versant et elle se déverse en mer. Elle est perdue pour tout le monde en réalité, alors qu'elle pourrait être particulièrement utile. Oui, c'était oui. ça, on l'a pas beaucoup évoqué. Alors, juste, et je conclurai, deux remarques comme ça en passant. Ceux qui doutent de l'intérêt de faire des réserves pourraient regarder ce qui vient de se passer dans les Pyrénées-Orientales. On a là un cas d'école malheureusement magistrale avec d'une sécheresse carabinée qui a duré plusieurs années, qui n'est pas terminée du reste. C'est particulièrement édifiant et on voit bien que sans un minimum d'eau, il n'y a rien qui pousse, pas même la vigne, qui est pourtant réputée résistante, mais qui a du mal à survivre dans de telles conditions. Alors, est-ce qu'on va arriver à sortir de l'idéologie anti-réserve? Pas si sûr, c'est ce que j'évoquais là, avant que le webinaire commence entre nous, puisqu'il y a eu un fait divers qui est consternant, hein, il n'y a pas d'autre mot, dans la nuit dimanche à lundi, avec une entreprise de TP qui s'appelle Charpentier TP, qui est en Vendée, et qui a fait l'objet de vandalisme parce qu'elle travaille à la construction de réserves. Ah Donc il y ouais. a huit poids lourds, un engin de chantier qui ont été incendiés au nom de cette cause, entre guillemets. Euh, Technique Notre-Dame-des-Landes, hein, toutes les boîtes qui avaient été sélectionnées pour l'aéroport qui n'a jamais été construit ont été l'objet soit d'actes de malveillance et jusqu'à même des menaces sur les collaborateurs. Voilà. Bon, merci Philippe, merci à vous Éric Thirouin, Yves Fantou, merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis, nombreux aujourd'hui, comme souvent d'ailleurs. Nous nous retrouverons bientôt avec de nouvelles rencontres, oui à l'innovation. Bonne journée. Journée. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.